Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Quoi de mieux pour passer le cap de la ménopause que d'en faire un rituel festif ? C'est le pari des Dyke Ménopause, des fêtes tous les 2-3 mois, organisées pour des femmes, mais pas que, qu'elles soient lesbiennes ou pas. Oui, parce que Dyke en anglais, si vous n'êtes pas complètement bilingue, ça veut dire lesbienne. Ce sont des fêtes pour nous toutes, celles qu'on appelle désormais madame en soirée. Allez, soyons honnêtes, ça nous est tout arrivé et ça nous a même fait un petit pincement. J'ai invité les organisatrices des Dyke Ménopause, Fanny Corral et Anne Pauly, pour parler de cette très bonne idée et aussi de la ménopause dans un couple de femmes. Est-ce que le regard est plus bienveillant ? Est-ce qu'elles arrivent à se détacher plus facilement du regard que pose la société sur les femmes qui vieillissent ? Tout un programme. Bonjour Fanny. Bonjour. Et bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi. Alors, expliquez-moi, quelle était l'idée derrière ces soirées Dyke Ménopause ? Nous on fait des soirées depuis... toujours. Depuis les années 90, même ouais, quasiment. Ça fait des années qu'on organise des soirées. On a fait plein de soirées. On faisait des soirées au Pulp à l'époque, qui s'appelait PMS d'ailleurs, donc on n'est pas très loin. C'était prémenstruel syndrome. Ah ouais, c'était ça, d'accord. Donc avec des filles très énervées, parce qu'on sait très bien que quand on est un PMS, on a un peu la rage. Voilà, donc c'était assez amusant. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, on a arrêté on a un peu ralenti le truc. Et on s'est dit, on va pas s'arrêter là quand même. Il y a que des soirées de meufs. Il y a très peu de soirées de meufs à Paris, faut le dire, de soirées de lesbiennes. C'est essentiellement des soirées qui s'appellent Barbiturix, qui réunissent énormément de filles, mais c'est assez jeune en fait. Et nous, on en avait un peu marre quand on allait en soirée, de pas trop se reconnaître, parce que la nuit, c'est un truc de gamins et de kids, quoi. De personnes... Quand tu sors la nuit, c'est jeune, quoi. Ça fait ça à tout le monde, hein. Tu te retrouves avec des jeunes de 20-30 ans, voilà, tu prends un petit coup de vieux. Voilà, qui te disent madame au bar. Excusez-moi madame, tu fais non, alors tu vas te calmer, tu vas me respecter, tu vas arrêter de m'appeler madame. Et voilà, donc on s'est lancé dans cette aventure-là. On s'est dit, allez, faisons une soirée pour nous, les gouines d'un certain âge, on va dire. Hein, voilà. Et qui vient alors, Anne ? Qui vient à ces soirées ? C'est ouvert à tout le monde ? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors, évidemment, on l'a fait avec Ménopause, mais en gros, c'est les gens de notre génération. En gros, on avait, on a 50 ans, quoi. Et on a commencé à fatiguer la nuit à 48, quoi, en gros. À part prendre des produits et boire beaucoup d'alcool pour tenir jusqu'à 2 heures pour voir le DJ que tu voulais voir. Bon, au bout d'un moment, on était genre... Oui, sauf qu'après, tu mets 5 jours à t'en remettre. Exactement. C'est ça, et c'était aussi l'histoire de s'en remettre derrière. Donc, donc, tout le monde peut venir. On a fait ça pour les meufs de notre génération qui sortent plus beaucoup, qui, pour certaines, sont aussi mères de famille. Ouais. Donc impossible de faire la fête vraiment à fond sans être... s'il y a des enfants le matin, il faut quand même les lever, il faut quand même les habiller, il faut quand même les emmener au parc. Et puis pour nous aussi, on aime bien avoir un dimanche désormais. Donc tout le monde peut venir. Les filles de notre génération, c'est des meufs qui ont un peu moins de 50 et un peu plus. Et bizarrement, il y a des femmes plus jeunes qui sont venues. Parce qu'on passe de l'excellente musique, si je puis dire. Si c'est comme au Pulp, c'est clair, ça promet. Non, et c'est surtout que ce qu'il faut dire, c'est que c'est des soirées qui commencent à 18h et qui finissent à 2h du matin. Ça, j'adore. Parce que c'était ça aussi, attendre 2h du matin pour voir ton j'adore DJ. L'idée. Voilà. Et alors, dès 18h, ça envoie. Dès 18h, tout le monde arrive. Comme c'est à la Folie et qu'il y a une énorme terrasse, tout le monde discute et c'est un espace communautaire aussi, quoi. C'est important parce que, politiquement parlant, c'est assez important quand tu es une minorité d'avoir un espace communautaire. Et c'est vrai que la nuit est un espace communautaire pour les queers. Et le fait que on ne trouvait pas d'espace quand on avait passé la quarantaine pour se retrouver, c'est dans cet objectif-là qu'on a fait la soirée en fait. Et donc effectivement à 18h, il y a beaucoup de monde qui déboule, il y a les copines qui ont des enfants PMA qui arrivent aussi, et tout le monde peut discuter, échanger, voilà. Et à partir de, on va dire, 9h30, 10h, c'est un peu, ça commence à danser. C'est plus clubbing, quoi. Ouais. Et puis à minuit, c'est un peu heure réelle minuit, heure ressentie 4h du matin, quoi. Donc voilà. Mais on est d'accord que c'est ouvert aux hétéros. Oui. Ouais.
aux femmes hétéros comme Bien moi. sûr, bien sûr. Ouais. Oui, Bien sûr que oui, bien sûr que oui, c'est ouvert. Mais s'il y a trop d'hétéros, non. Parce que malgré tout, c'est un espace communautaire. Ouais. Donc c'est quand même très important que ce soit les filles lesbiennes qui soient en majorité en fait. Donc effectivement, il y a des fois où, faut le dire, il y a des fois où on arrive, c'est l'été, et la terrasse de À la Folie est pleine d'hétéros avec des enfants qui sont là. Et effectivement, on fait une porte pour essayer de créer un roulement pour que les filles lesbiennes prennent le dessus. Qu'elles prennent l'espace. Qu'elles prennent l'espace, ouais, parce que bon... J'ajoute toujours, je trouve que c'est très important l'histoire de... les Dyke Ménopause, c'est un endroit où les gens viennent se voir. C'est-à-dire qu'on ne se voit plus dans la vie réelle. On est au courant que machin est parti en vacances à Digne-les-Bains ou en Thaïlande, mais en fait, on ne l'a pas vu depuis 2-3 mois. Et Dyke Ménopause, c'est un endroit où les gens savent qu'ils se retrouveront. Ouais, Donc, autre que virtuellement sur les réseaux. Alors, c'est la fête, mais c'est aussi se rencontrer, quoi. Alors, c'était assez culotté quand même d'utiliser le mot ménopause. Vous n'avez pas eu peur que justement ça rebute les plus jeunes ? Alors, il y a un truc qui est typique de la queerness, de l'émancipation des minorités, c'est de se réapproprier l'insulte. Nous, on s'est toujours baptisé Gwyn et pas lesbienne, PD et pas gay. C'est une stratégie de réappropriation de l'insulte pour la vider de son sens. Donc c'était important pour nous de mettre ménopause dedans, puisque ménopause c'est un gros mot. Ouais, tu considères ça comme une insulte, si je comprends bien. C'est pas une insulte, mais c'est un gros mot. Non, mais... C'est-à-dire quand tu arrives et que tu dis j'ai la ménopause... ouais, je suis d'accord. Voilà. Il y a quand même quelque chose de très péjoratif bien sûr, dans le mot ménopause, en fait. Et il y a un truc psychiatrisant aussi. Tu vois, l'homosexualité, la transsexualité, voilà, ça aussi c'était psychiatrisant. La ménopause, c'est une maladie, c'est un état du corps, c'est un état défini par la médecine en fait quelque part. Et donc et par le patriarcat, bien sûr. Bien sûr. Et donc habitués à ces dénominations, nous on nous a toujours considérés comme des anormaux, on a toujours été un peu psychiatrisés. Maintenant ça va mieux, mais il y a eu un long temps comme ça où on n'était pas les sujets de notre discours, mais les objets d'un discours médical. Et donc, ça participe de ça, c'est-à-dire de réemployer ce mot pour dire « Eh oui, on est ménopausé, mais on est plus cool que toi. » C'est une manière de vider le mot de son sens négatif et d'en faire quelque chose de fun et de rigolo, de l'affirmer, quoi. Et c'est hyper important. C'est ça l'idée géniale. Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu des vidéos, parce que j'ai pas encore réussi à y aller, mais j'irai, c'est sûr, c'est que ça a l'air vraiment fun et cathartique, quoi. Ah oui, c'est très fun, hein. Oui, c'est cathartique, et puis aussi... Je sais pas, aussi on danse, tu vois, il y a l'histoire du corps sur le dance floor. La danse, quand t'es noyé dans une foule, c'est plus facile de danser aussi. Enfin, c'est le principe du clubbing. Mais quand t'es plus vieux dans un clubbing, moi, ça m'est arrivé. Bon, alors, il y a les gamines qui te disent Madame au bar, mais pas que. Des fois, il y a des jeunes qui te regardent tu vois, quand t'es en train de danser et qui te regardent en disant c'est qui ces vieilles bombas. Non, ou qui te disent, non, le truc classique, c'est oh là là, madame, vous êtes trop fun, j'espère que je serai comme vous. Tu fais, mais vas-y, quoi. On me l'a déjà dit, en fait. Ah là, mais ouais, parce que tu danses à 4h du matin, t'es là avec les bras en l'air. J'espère que je serai comme ça, comme vous, quand je serai vieille. Merci. Ah, super, c'est très galant. Et historiquement aussi, c'est un endroit où il n'y a pas de jugement sur le corps, justement. Enfin, justement, on est dans des espaces où on a toujours essayé que ce soit des espaces inclusifs, où t'es pas jugé sur gros mec, petit, grand, noir, jaune, orange, enfin peu importe, c'est pas la question. Et orange aussi, quand même. Oui, pas orange avec des cheveux blonds, ça nous dit rien. Mais c'est pas très trumpiste comme soirée. C'est pas hyper trumpiste, non. C'est plutôt Françoise de Bonnet et Annie Ernaux comme soirée. Alors on parlait de normes et d'injonctions pour les femmes. J'aimerais bien que tu lises, Anne, quelque chose que tu as écrit dans un article. On a échappé aux injonctions de genre et on a été fiers et flamboyantes tout du long. Ce n'est pas pour retourner au placard à cause de notre âge ou à l'approche de la ménopause. Ce truc dont personne ne parle et qui range les femmes, lesbiennes ou pas, dans la catégorie des plantes vertes et des produits périmés. C'est très bien dit. Donc, vous disiez que vous aviez moins senti peut-être le poids de la société, le poids des hommes en tout cas, sur votre corps et sur la façon que vous avez de vous construire peut-être. Le poids du male gaze en tout cas. Vu que moi, en termes d'identité, je suis plutôt butch. Donc, qu'est-ce que c'est une butch ? Oui, on explique. On va expliquer qu'est-ce que c'est une butch. Qu'est-ce que c'est une femme virile ? C'est une femme qui est masculine, ouais, enfin qui a une apparence masculine. Voilà. Toujours, même très, très jeune.
Ah bah oui, moi je suis née comme ça, quoi. Je me suis toujours pris pour un garçon. Il y a des photos d'elle où elle a genre 4 ans et sa mère lui a mis une robe et tu vois qu'elle est pas contente sur la photo. Déjà à 4 ans, j'étais pas bien avec une robe. Donc voilà, moi, en tant que butch, donc, femme virile, les cheveux très courts, et ainsi de suite, et cette identité-là, qui est une identité in the middle of the... Enfin, à cheval entre plein de genres. Au milieu du guet. Ouais, on sait pas très bien si c'est une fille, c'est un garçon, on sait pas trop. Moi, j'aime beaucoup cette identité-là où les gens se demandent. On se dit non-genré aujourd'hui. Ouais. Mais on disait pas ça il y a 40 ans. C'est pas tellement la question, c'est que nous, on a grandi à une époque où en fait il y avait à assumer ces rôles-là. C'est-à-dire, c'est parce que les butch ont été visibles. Et c'est parce que les femmes ont été hyper visibles. Mais c'est les butch qui ont porté en fait la différence, qu'on portait sur elles dans leur physique, le poids de la différence d'orientation sexuelle et de troubles dans le genre en fait. C'est ce qu'on appelait à l'époque vulgairement les camionneuses en fait. Non, on dit butch aujourd'hui, mais c'est camionneuses en fait. Ou les garçons. Ou les garçons, bref. Oui, dans les années 20-30. Ouais. C'était beaucoup plus chic. Hein. La butch a une dimension, mais on n'est pas là pour faire un débat là-dessus, mais la butch a une dimension prolo par rapport aux garçons qui étaient beaucoup plus chic, on va dire. Bon, bref. Et aussi, la butch, elle a non seulement une identité un peu plus prolo, mais elle a aussi des codes, c'est toute une culture de blouson noir, quoi, si tu veux. La butch, elle joue un peu sur le côté voyou. Ouais. En tout cas, c'est des identités de genre qui sont subversives et en dehors de la norme hétéro-patriarcale, on va dire. Une femme, c'est comme si, un garçon, c'est comme ça. Et effectivement, en vieillissant, t'as ton corps qui te rattrape. C'est-à-dire que... bah ouais, la ménopause. La ménopause, en fait. Donc, en fait, t'as les seins qui grossissent. La pire chose qui puisse arriver à une butch. Les seins qui grossissent. L'horreur. Tu grossis un petit peu, t'as des hanches qui arrivent, ainsi de suite. Et d'un seul coup, tu te retrouves à être genré dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que ton côté féminin te rattrape avec la ménopause. Et c'est un grand traumatisme, il faut le dire. Bah, comment t'as géré alors, justement ? Bah, en me coupant les cheveux encore plus courts. Mais sur ton corps, tu peux pas faire grand-chose. Bah, sur mon corps, je peux pas faire grand-chose. Je mets des pantalons à pince grands de monsieur. Je mets des pantalons de costume grands. Du coup, c'est chic. C'est tout. T'es un peu plus chic, mais voilà. T'es moins loupard et t'es un peu plus chic, un peu plus Elvis, quoi, on va dire. Voilà. Et Anne, on a fait une table ronde ensemble sur la ménopause. Il y a peu, tu t'avais dit ce jour-là que tu te reconnaissais pas forcément dans ce que moi je vivais, c'est-à-dire le regard sociétal, le regard, ou plutôt le non-regard des hommes, donc ce fameux male gaze. Toi, forcément, t'en es plus détaché. Oui, enfin, parce que ça te rattrape aussi. Si, ça me rattrape aussi. C'est-à-dire qu'on se construit en tant que Gwyn en dehors du système hétéro. Donc, en fait, si tu veux, toute la pression autour du corps, de la beauté du corps, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle n'existe pas, en tout cas, elle n'est pas définie par le regard des hommes. Donc, bon, tu te construis autrement. Et comme on a été peu ou prou les premières générations à être visibles, on a dû inventer tout ça. Et on a dû inventer des choses qui étaient au-delà du genre, sur le côté du genre. Tu vois, par exemple, moi, dans la grille de définition, je suis plutôt une fouch, c'est-à-dire une butch, mais un peu féminine, avec le F de femme, tu vois. Enfin bon, peut-être on fera une autre fois cette discussion. Et donc, moi, comment ça me rattrape dans le sens où, bah, c'est pareil, c'est l'histoire du corps. Tu pouvais... Moi, j'ai un passing, quand j'étais plus jeune, j'avais quand même un passing plus féminin, quoi. Et donc, j'ai toujours passé à travers les gouttes, si tu veux. J'ai un passing hétéro. C'est quoi passing ? Un passing, ça veut dire que j'ai l'air hétéro. Je peux avoir l'air hétéro. Voilà. Et donc, je me suis moins fait repérer. Moi, non. Et en vieillissant, bon, bah, maintenant, je suis, par exemple, quand je suis dans une ville, pas à Paris, parce qu'à Paris, maintenant, on commence à connaître tout un tas de gens. Enfin, je ne saurais pas comment te dire. C'est juste que mon corps me rattrape moi aussi et que ça me déplaît parce que j'étais dans quelque chose de beaucoup plus androgyne que ça. Ouais. Et voilà, et je me mets à ressembler à ma mère, quoi. Et c'est un problème. Et par exemple, ressembler à sa mère au niveau psychanalytique, même pour une Gwyn, c'est un problème en fait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que en plus, quand tu te construis en tant que Gwyn, t'as vu, enfin, la mienne par exemple, c'est assez fait maltraiter. Tu vois ta mère dans sa condition d'hétéro maltraitée. D'hétéro maltraitée quand elle est jeune parce qu'elle n'est pas assez mince, d'hétéro maltraitée quand elle est gosse parce qu'il faut qu'elle s'occupe d'eux, maltraitée quand elle vieillit parce qu'elle grossit et que pareil on lui dit dis donc tu pourrais te mettre un coup de peine quand même. Donc t'as vu ta mère se faire maltraiter tout le temps
Et tu dis jamais je serai comme elle, jamais je me laisserai, voilà. Et finalement, quand ton corps te rattrape et qu'en plus tu vois ta mère dans le miroir, il y a un endroit là de construction qui est un peu difficile à c'est très intéressant ce que tu dis. À absorber. Mais bon, je pense que c'est le cas de toutes les femmes, hétéro ou homo. Enfin, c'est pas la question. C'est le moment où tu te mets à ta mère, quoi. C'est ça qui est un problème. Mais alors, est-ce que vous diriez que l'agisme, il est moins violent dans la communauté lesbienne ? Moi, je dirais qu'il est un petit peu moins violent dans la mesure où les jeunes femmes, parfois, cherchent des lesbiennes un peu plus âgées. C'est vrai aussi chez les PD, je pense. Tout ce qui est de l'ordre du dénigrement, que ce soit à cause de ton âge, de ton genre, de ton orientation, de ta couleur de peau, de ton poids, de ta beauté etc. Tout ça est pas censé compter dans les rencontres que tu fais. Évidemment, on sait que dans le réel, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est des endroits où les gens sont beaucoup plus cool avec tout ça. Et parce que c'est des gens qui ont déconstruit, et nous-mêmes, on a déconstruit toutes ces questions-là. Donc, le fait de déconstruire toutes ces questions-là, ça te protège de tout ça. Et tu es avec des gens qui, eux aussi, ont déconstruit. Donc, en fait, ça nous protège, même s'il y a quand même de l'agisme dans le milieu queer LGBT, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est moins violent parce que la stigmatisation et le côté périmé, c'est surtout un regard, c'est le regard des hommes sur les femmes. Le problème de la ménopause, c'est c'est le regard que portent les hommes sur les femmes et la fin du désir des hommes, parce qu'il faut, tu vois, qui est douloureux et qui est pénible. La fin de la fertilité. La fin de la fertilité, tout ça. Moi, la fertilité, il y a plein de lesbiennes pour qui c'est important, mais pour plein d'autres, c'est pas un sujet, quoi, la fertilité. Voilà. Mais je pense que malheureusement, j'entends ce que vous dites, mais l'agisme, je pense qu'il transcende au-delà des préférences sexuelles, des communautés, etc. Ça transcende, oui, complètement. Mais c'est tellement incrusté dans notre culture. Mais c'est moins violent. Mais c'est moins violent. Okay. C'est moins violent dans la mesure où tu le prends pas pour. C'est pas de ta faute. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le monde a tendance à te faire croire quand t'es une femme que tout est de ta faute. Si t'es trop grosse, c'est parce que t'as trop mangé. Si t'es périmée, c'est parce que tu y mets pas beaucoup du tien. Si t'es plus désirable, c'est parce que t'es vieille. Enfin, tout est de ta faute. Mais t'es moins soumis au désir des hommes. Voilà. Quoi. Donc, et quand même, la ménopause, c'est le désir des hommes qui fait que la ménopause est quelque chose de négatif, en fait. Parce que les femmes ne sont plus désirables à un moment donné. Donc, et ça, automatiquement, quand tu es lesbienne, tu y échappes. Et je crois, je sais pas, par rapport à ça, je suis pas sûre que... nous, par exemple, à la Dyke Ménopause, il y a plein de jeunes qui viennent. C'est assez marrant, d'ailleurs, quoi. C'est assez marrant de voir... Comment tu l'expliques ? Parce qu'elle trouve ça fun j'en sais rien, alors peut-être que c'est la musique qui leur plaît, peut-être que c'est l'ambiance intergénérationnelle aussi qui leur plaît. C'est un truc de transmission aussi. C'est vrai qu'en club, on disait tout à l'heure, tu vois pas de femmes de 50 ans. Donc c'est sympa de venir à une soirée où il y a... Des femmes de 20, des femmes de 40, de 50. Et c'est un truc aussi peut-être un truc de transmission qui est peut-être important pour certaines qui se disent « Ah là, on va aller voir les copines de 50 ans parce qu'elles ont vécu une autre époque. » Nous, on est dans un système politique qui est en constante évolution, en fait. Au début, quand on était jeunes, les gouines, elles étaient pas placards, mais il n'y en avait pas beaucoup. Elles n'étaient pas visibles dans l'espace public. Elles étaient stigmatisées très fort. Voilà, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus visibles. Et ça fait partie de cette génération de meufs qui sont sorties du placard, qui avons montré les tatouages et les muscles forts. Donc peut-être qu'il y a un truc de transmission qui peut intéresser des meufs plus jeunes, quoi. Et puis de tradition au niveau communautaire, ça a toujours mêlé. Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est comme t'es pas beaucoup. Enfin, maintenant on est beaucoup, mais je veux dire, comme t'es pas énormément, que tu sois vieux ou jeune, ou que tu sois, de classe sociale supérieure ou inférieure, tout le monde se mélange. C'est pour ça que communautairement, c'est très important. Ça a toujours été ça finalement. Et dans le couple alors, est-ce que dans un couple de femmes, le regard est forcément plus bienveillant ? Vous avez 3 heures. Ça dépend, je crois que... Ça dépend de ta construction de couple, déjà. Ouais. Et puis ça dépend de... Oui, je pense qu'il y a des meufs... Dans des couples de meufs, il y en a qui ne doivent pas échapper à la crise de la quarantaine et se casser avec une meuf plus jeune pour se sentir un peu plus jeune elles-mêmes, parce qu'elles n'assument pas très bien le fait de basculer vers les 50, comme les mecs le font. Parce que d'un autre côté, si les deux sont en périménopause ensemble...
ça peut faire des étincelles. Ouais, mais quand on a 5 ans de différence, moi j'ai fait le chemin avant. C'est ça, c'est très subtil, mais elle est passée avant moi par la route étroite. Voilà, je suis passée avant elle. Donc... Et justement, alors est-ce que tu l'as dit, sachant que ta femme était plus jeune, est-ce que tu as osé en parler? Parce que chez les hétéros, il y a une femme sur deux qui n'ose pas en parler à son conjoint. Ah mais non, mais là on en parle normalement, enfin il n'y a pas de problème. Il y a moins de tabou. Non, il y a moins de tabou, non, complètement quoi. Enfin je veux dire, en même temps, cette histoire, on rigole. Enfin comme on a toujours ri pour des trucs, je sais pas comment te dire ça. Par exemple, ton oreiller est trempé, tu te réveilles, t'es mouillé comme un petit canard qui vient de sortir de la mare, tu vois, tu te dis bon... On rit, quoi. On rit de ça. Ouais, enfin, je sais pas. Non. Oui, non, mais c'est exactement ça, c'est que c'est moins un sujet. Non, ouais. Bah oui, parce qu'il y a un truc, enfin, tu peux parler, enfin, je sais pas, entre un couple de meufs, tu parles des règles, tu parles de ton mal au ventre, tu parles de tes bouffées de chaleur, tu parles de tout ça, parce que c'est partagé, quoi. Je pense qu'il y a c'est moins terrorisant que pour certains hommes, pour qui c'est un monde inconnu. Un continent noir. Complètement. Un continent noir. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, je suis allée m'acheter des éventails. J'en ai acheté 6. Et Fanny m'a dit, ouais, t'as acheté des éventails? Oui, il y avait une promo sur les éventails. Elle m'a dit, ils sont à 80 centimes. J'adore. Et non, le passage de la ménopause, pour nous, c'est presque... On parle de choses beaucoup plus existentielles, bizarrement. Tu vois, par exemple, la crise de la cinquantaine, moi, je suis en train de la traverser. La Fanny, elle est déjà un peu passée par là. Donc, elle dit, tu vois, c'est bizarre. Et en fait, c'est intéressant au-delà du corps. Ce qui est intéressant, c'est que 50 ans, t'as déjà passé une partie de ta vie à faire des trucs. Et puis, tu te demandes ce que tu vas faire les 25 années qui te restent. Parce qu'il te reste que 25 ans, hein, donc, ou peut-être moins. Ou peut-être plus. Allez, moi, je suis optimiste. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que tu vas faire? Il s'agit plus d'obtenir l'approbation de tes camarades. Il s'agit plus de il s'agit d'être heureux en fait. Donc il y a un cap qui se passe, mais j'imagine que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire à partir de 50 ans, bon bah voilà, on arrive dans le dernier tiers. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit agréable, amusant, pour qu'on soit heureux et pour que ce soit épanouissant? Tu vois, pour dire, enfin, j'en sais rien moi, mais quand ça a commencé à arriver pour moi. Les histoires de je grossis, la peau tombe et tous ces trucs-là, les bouffées de chaleur. Bon, c'était là, mais c'était pas hyper important. Moi, j'avais plus des angoisses de mort. Mais ouais. Tu vois, c'est des angoisses de mort, c'est-à-dire, oh là là, l'horloge elle commence à partir dans l'autre sens en fait, et c'est plus des questions comme ça que j'avais moins en fait, plus que des trucs par rapport au corps physiologique. Ouais, plus philosophique on va dire, quoi, plutôt que des trucs sur le corps, je suis jolie, je suis pas jolie, j'ai des rides, on s'en fout un peu. T'as de la chance. Voilà. Et puis, faut être butch pour ça. Et c'est le rapport au temps qui change. Voilà, il y a... J'allais dire un truc intelligent, mais j'ai oublié. Le rapport au temps. Le rapport au temps. T'es plus pressée, peut-être. Ouais. Oui, il y a un truc comme ça aussi de jeunesse dont tu te rends compte quand tu vois des plus jeunes, par exemple à la décménopause, on les croise, ou les camarades plus jeunes qu'on croise. T'as un truc d'immortalité en toi, hyper fort. Et puis quand t'arrives 50 ans, tu te rends compte qu'en fait, ce truc-là, les jeunes femmes qui sont à côté de toi continuent de le vivre, ce truc d'immortalité, que tu peux boire jusqu'au bout de la nuit, que tu peux danser, tu peux ne pas dormir pendant 2 jours, aller au travail quand même à 8h30 hyper frais en disant oui, pas de problème, je vous fais ces photocopies tout de suite, voilà. Et que ce truc d'immortalité, tu le perds en fait. Tu le perds, et ça va souvent avec... Alors moi j'ai perdu mes parents plus tôt, mais ça va aussi avec des parents vieillissants. Pour certaines camarades de mon âge, c'est aussi le moment où tu commences à gérer la mort de tes parents. Ouais. Donc c'est la fin de l'insouciance en quelque sorte. C'est ça, c'est la fin de l'immortalité. Ouais. Tu prends conscience que t'es mortel. Est-ce que vous connaissez, sur une note plus légère, le phénomène des late blooming lesbians? Vous avez déjà entendu parler? Oui. Alors, c'est les Anglais, c'est les anglo-saxons qui parlent de ça. C'est les femmes qui font leur coming out après 50 ans. Parce que génial. Non, mais c'est vrai, sexuellement, il y a pas mal de femmes qui découvrent leur corps, qui se tournent vers la bisexualité. En fait, l'idée, c'est qu'elles sont plus attentives à leur désir, en fait. Vous en connaissez beaucoup, vous, autour de vous? Oui, là, si, moi j'en connais. Il y a pas au-delà, je sais pas, il y a une sortie massive de l'hétérosexualité, là, et y compris de meufs de notre âge, en fait. Mais ça, c'est parce qu'elles veulent échapper au système patriarcal et qu'elles n'en peuvent plus des mecs. C'est ça. Qui sont déboulés. Il y a sans doute un peu de ça aussi. Ah bah ça, c'est sûr qu'il y a de ça. Et alors, les late blooming, oui, enfin, la plus célèbre, c'est Thérèse Claire. Je sais pas si tu vois qui c'était. Bien sûr. Bon bah voilà, moi, Thérèse Claire... La maison des femmes à Montreuil. Thérèse Claire, elle te raconte qu'à 80 ans, avec 77, tout d'un coup, elle couchait avec une femme et que c'était génial et qu'elle l'a fait tous les jours... les 4 dernières années, quoi, tu vois, donc... Mieux vaut tard que jamais. Ouais, voilà. Pour faire des nouvelles expériences. Bah oui, puis... Mais c'est génial à cet âge-là aussi de s'autoriser à faire ça. Oui, mais tu vois, c'est intéressant de savoir pourquoi les femmes...
C'est comme si... Pourquoi elles attendent si longtemps, voilà, en fait? Tu vois, pourquoi? Parce que nous, la porte, elle est ouverte. Plus on est nombreuses, plus... Non, mais c'est vrai, ça veut dire qu'il faut que tu attendes que les hommes arrêtent de te valider pour avoir ta vraie vie sexuelle à toi. C'est quand même un truc de malade. Tu vois, c'est fou. Il faut que tu attendes que les hommes disent alors vraiment non, c'est plus possible pour nous, va voir ailleurs. Et là, tu t'autorises, toi, en tant que femme, à découvrir une sexualité parce que les hommes te valident plus. C'est complètement absurde, en fait, d'une certaine façon. Après, je suis ravie que les femmes se tentent des choses. Il y a aussi peut-être une autre explication, c'est que physiologiquement, il y en a qui ça fait mal. Parce que voilà, la pénétration, alors que évidemment la sexualité entre femmes, elle n'est pas centrée uniquement autour de la pénétration. Mais il y en a, s'en fout. Il y en a aussi, bien sûr. Un petit peu. Pas un petit peu. C'est quand même. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu. Oui, tu sais pas en fait. Donc je me tais. Ouais, parce que ça c'est un raccourci. C'est un biais lesbophobe. Il fallait bien que je fasse un faux pas dans l'interview. C'est un peu un biais lesbophobe, c'est-à-dire que si tu veux, parmi les biais lesbophobes, c'est genre là, les lesbiennes elles se touchent les tétons et jouissent. Non, en fait, c'est peut avoir des sexualités aussi. Aussi dur, aussi enfin de hardcore, simple. Enfin, il y a tout un tas de sexualités. Enfin voilà quoi. Non ça, Anne, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais tu as écrit sur le milieu des clubs et de la techno pour revenir aux soirées Dyke Ménopause en disant, que c'est un milieu super misogyne, mais c'est pas un scoop, parce que les très gros DJ, ceux qui sont très connus, c'est surtout des hommes. Donc vous aussi, vous avez contribué à faire que ce soit un milieu plus féminisé, féminin. Alors, je me rappelle que j'ai écrit cet article, mais c'était une manière... GQ, je crois. C'était un truc très ponctuel là-dessus, mais c'est plutôt... Non, mais c'est vrai ce que tu... Mais c'est surtout Fanny qui est au courant de ça, parce qu'elle a été bookeuse, elle a eu une agence de DJ, elle a géré le club, le Pulp en direction artistique, donc elle peut vraiment te parler de cette question. Ça a changé un petit peu? Ça bouge un peu. Jusqu'à il y a quelques années, les femmes représentaient à peu près 14% des femmes sur les scènes de festivals plutôt électro. Les derniers chiffres, c'est plutôt 36% cette année, donc ça bouge un petit peu, mais ça reste quand même un milieu très viril, très garçon. C'est eux qui ont la tête d'affiche quand même, quoi. Il y a quelques meufs qui émergent comme ça, mais bon, c'est pas non plus, on n'y est pas encore, quoi. Voilà, la nuit reste un milieu très masculin encore, quoi, et pas hyper safe pour les meufs. Il y a Consentis, qui est une structure, qui est une association qui travaille contre les violences sexistes et sexuelles à milieu festif. Qui disent qu'à peu près 80 ou à 85% des meufs ne se sentent pas en sécurité en club, en fait. D'où, je pense, peut-être la création de soirées en non-mixité pour des meufs aussi hétéros. Enfin, hétéros, tu vois, voilà. Contre 10% des garçons qui se sentent pas en sécurité dans des soirées, mais ils ont peur de baston, en fait. Ils ont peur de se faire bastonner par d'autres garçons, alors que les meufs ont peur de se faire violer. Oui, t'imagines 85%? Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. La nuit, c'est pas un truc, c'est pas safe, en fait. Il y a un vrai souci là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et effectivement, quand tu vas dans des soirées, pas lesbiennes, mais dans des soirées club et ainsi de suite, il y a beaucoup plus de garçons que de filles quand même. C'est un milieu très masculin et très viril, on va dire. Et c'est intéressant aussi pour l'histoire du dance floor. Nous, en tant que lesbiennes, on a appris ça aussi. Quand tu sors dans un club et que tout d'un coup, tu feras l'expérience si tu sors en boîte dans pas très longtemps. Tu feras l'expérience, tu regardes qui danse au milieu, devant le DJ booth. En 3 minutes, il y a 10 mecs devant qui font vas-y, on voit la purée. Et en fait, nous, on s'est vachement construite comme ça, où en fait, on arrivait en bande et tu les dégages parce qu'en fait, ils prennent la place. Même à la Dyke Ménopause, ça arrive. Pour si peu qu'il y ait 3 mecs qui arrivent, ils se mettent devant le DJ booth et ils prennent toute la place. C'est vrai, c'est drôle. Oui, mais comme on est autogéré, les meufs, rapidement, on va aller voir. Je savais pas que c'était un sujet. Si, au premier rang. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que les mecs, ils arrivent sur le dance floor, ils prennent toute la place, ils gesticulent, ils sont là, tu prends un coup de coude, un truc, un machin. C'est insupportable. Et grosso modo, on est assez autogéré et expérimenté pour les prendre et les sortir gentiment en disant écoute, c'est une soirée de meufs ici, donc tu vas arrêter de prendre toute la place, tu peux danser avec nous, il n'y a pas de problème, mais t'es pas collé devant et tu fais attention avec ton grand corps
d'arrêter de cogner toutes les meufs, de prendre toute la place, quoi. Voilà. Et de manière générale... Mais c'est la manière dont les hommes occupent l'espace aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand nous, on peut faire l'expérience, on a vu que dans une soirée queer ou dans une soirée hétéro, dans un club, la circulation des corps se fait pas du tout de la même manière. C'est assez... À sentir physiquement, c'est quelque chose d'important. Dans une soirée queer, tout est fluide, tout le monde circule comme ça. Dans une soirée hétéro, tu te prends des coups de coude, des mecs qui te poussent, tu vois, c'est beaucoup plus tendu comme atmosphère. Anne, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as reçu le prix Inter en 2019 pour ton roman Avant que j'oublie, un texte autobiographique sur la mort de ton père. Tu as un autre roman en route ? J'ai un autre travail qui a démarré et qui va parler peut-être pas cette fois-ci du familial, mais en tout cas des gens modestes. Ça, c'est mon thème. Je crois que ça va continuer et voilà. Je veux pas trop, j'en ai déjà beaucoup parlé et je veux pas... C'est un peu une croyance, si tu racontes le sujet de ça, après tu l'écris pas parce que tu t'en as parlé, c'est comme si ton cerveau comprend qu'il l'a déjà fait, or il l'a pas fait encore. Et tu as aussi monté avec Virginie Despentes, Paul Preciado, une pièce de théâtre à 8 mains. Est-ce qu'il y a un autre projet de scène ? Pour le moment, non. En revanche, et Julien Delmer aussi, on précise. Ouais. Ah oui, c'est à 8 mains, ouais. C'est une pièce qui sera donnée à Montreuil à la rentrée prochaine, je pense, au Théâtre Populaire de Montreuil. Qui s'appelle Walk. Qui s'appelle Walk. Oui, qui est déjà... qui est passé au Théâtre du Nord à Lille. Voilà. Ouais. Et alors, la prochaine Dyke Ménopause, c'est quand ? C'est où ? Alors, c'est toujours à la Folie. Ouais. C'est à la Folie à la Villette. Il faut qu'on cale la date, parce qu'en fait, la Dyke Ménopause, on le fait quand on a envie, en fait. On a organisé des soirées toute notre vie. Moi, particulièrement, parce que c'était mon métier. Avec des guests, des trucs, des machins, enfin beaucoup d'enjeux sur des soirées. Et là, on a décidé qu'on ne met pas d'enjeux sur la Dyke Ménopause. Donc, quand ça nous manque et qu'on a envie, on en lance une. Bon, et alors où est-ce qu'on regarde sur l'Instagram de la Dyke Ménopause. D'accord. Et ça se sera en juin, à peu près, mais on n'a pas la date encore. Voilà. Et aussi, voilà, c'est tout. Et ben alors, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. À vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chaud Dedans. Je remercie Paul Berthiaud à la réalisation, au montage évidemment, et Marie Foulon et Juliette Livartowski qui m'ont aidé dans la préparation de cet épisode. Prenez soin de vous.